Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis. Bienvenue sur la Tele Reviews de Monday Night Raw avec la magnifique, la très jolie Mich Mich. Mich Mich qui est timide, qui n'ose pas regarder l'écran. La voilà. Mouah. Alors, Mishka n'a pas regardé Monday Night Raw, mais je l'ai fait. Monday Night Raw du 9 décembre 2024 depuis Wichita, KS, alors je pense Kansas, j'ai même pas vérifié. Mich, qu'est-ce que tu veux déjà descendre? Non? Allez, vas-y, allonge-toi. Yo mes amis, donc c'est marrant en fait, parce que en pensant à comment commencer et comment faire l'introduction de cette review, je me disais, en fait c'est dur de reprendre Raw et SmackDown, mais là c'est pour cette semaine Raw, après avoir vu un aussi bon NXT Deadline et donc en fait être tellement habitué dans un sens à la qualité et aux produits NXT qui fait qu'en fait c'est incroyable ce qu'a fait la WWE. Ils ont réussi à créer aussi bien leur propre compétition en fait, parce que autant Raw et SmackDown, bon déjà Raw et SmackDown, c'est deux marques différentes avec deux rosters différents, mais on a tendance à les associer et les mettre côte à côte parce que souvent les PLE ont des matchs des deux marques sur le même événement. Et là maintenant il y a NXT qui est la troisième marque et qui est une troisième marque en plus parce que au niveau qualité, personnellement je trouve ça aussi bien au niveau storyline que même travail in ring meilleur que le main roster. C'est un truc incroyable. C'est incroyable ce qu'a réussi à faire la WWE dans le business du catch. Et d'ailleurs, en plus, comme je voyais pendant ce Monday Night Raw, qu'il commençait à faire la promotion pour Elimination Chamber, c'est marrant comment chaque... Bon, pour faire simple, en fait, s'il n'y avait pas de stipulation du genre Elimination Chamber, Royal Rumble, War Games, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi Money in the Bank. En fait, c'est vrai que ça serait très répétitif quand même, autant de shows. C'est autant de shows, et oui, et autant de PLE, et autant de catch basique, tout simplement. Et c'est ça qui est incroyable quand on repense dans les années 80, 90, voire même, à la fin des années 90, c'est là que ça a commencé à avoir des stipulations avec Hell in a Cell, mais Hell in a Cell, il y avait, le Royal Rumble, ça a toujours existé. Mais bon, bref, jusqu'à, on va dire, le milieu des années 90, en fait, le catch, c'était souvent que des matchs ordinaires. Il y avait des cage matchs de temps en temps. Il y avait le Royal Rumble qui avait été inventé par Pat Patterson. Ça aussi, c'était un gros événement. Il y avait les Survivor Series. Mais mis à part ça, ça restait très souvent sous quasiment... il y avait les leader matchs aussi. Mais bon, voilà, ça restait du catch basique. Et là, aujourd'hui, en fait, pour faire simple, je pense que j'ai l'impression que chaque mois, il y a un événement spécial à la WWE. Ce qui est bien, parce que avec la quantité de catch qu'ils font, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, de la quantité de shows et de produits télé qu'ils font. Et ils arrivent quand même à faire des shows de qualité. Et pour cela, mes amis de la WWE, bravo. Et je pense que Mishka est d'accord avec moi. Pas vrai, Mishka? Oui, t'es d'accord. Oui, t'es d'accord. Alors, mes amis... Donc Raw du 9 décembre 2024. Yo, je sais pas encore ça va être quoi le titre de la vidéo, mais là vous avez été quasiment unanime, vous avez tous dit c'est mieux le titre des vidéos. Donc franchement, c'est pas qu'il va falloir, parce que moi j'aimais mettre des titres. Le seul problème c'est qu'en fait quand je mets un titre, j'ai envie de mettre le titre bien sûr, et après il faut que je mette le nom du show, la date du show et Tele Reviews épisode numéro temps. Et en fait, ça fait des titres super longs, je sais même pas si vous les voyez en entier. Mais bon, non, c'est pas grave, je vais remettre les titres et ça va être marrant d'essayer de trouver un titre à cette review de Monday Night Raw dont la direction m'est totalement inconnue. J'ai pris les notes, j'ai regardé le show, en x2 bien sûr, et mais il y a des passages que j'ai maté en x1 parce que je voulais vérifier certains trucs. Et bref, tout ça pour dire, on va voir comment on va... le cheminement que va prendre cette review, et en fonction de ça, à la fin de la vidéo, je pense, je déciderai du titre. Oh oui. Et donc, avant de parler de fin, parlons de début, et du début de Monday Night Raw, avec une promo dans le ring entre Gunther et Finn Balor. Alors, mes amis, dans cette promo, c'est-à-dire je me suis inquiété pour Finn Balor. Pourquoi? Parce que, voilà, elle s'installe, elle a changé de côté, elle est mieux comme ça. Donc, mes amis, dans cette promo, notre ami Gauthier, Gunther a complètement détruit Finn au micro. Et c'est inquiétant pour Finn Balor. Parce qu'après tant d'années à la WWE, le fait qu'au micro, il soit autant absent, c'est presque effrayant, j'ai envie de dire. C'est effrayant d'autant plus que, en fait, autant dans l'intensité que dans le charisme ou dans l'histoire que racontait Gunther, le mec, il est largement au-dessus de Balor. Donc bon, en fait...
le match, il est déjà plié. Le match entre Gunther et Finn Balor à Saturday Night's Main Event, non seulement il est déjà plié, mais j'allais presque dire, il n'y a plus aucun enjeu. C'est un truc de ouf, parce que après la promo qu'on a eue là sous les yeux, pour s'en rentrer dans les détails, en fait, Balor, on sait déjà qu'il va pas gagner. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que donc, Gunther le casse en deux. Il lui fait comprendre, grosso modo, moi je t'admirais à l'époque, mais c'était à l'époque, maintenant tout ce que t'es un geek qui traîne avec des mecs un peu chelous au fin fond du vestiaire, et t'as besoin d'aide pour gagner tous tes matchs, et voilà, bon, grosso modo, quoi. Bon, bref. Et Balor, à ça, il a aucune réponse. Il a aucune réponse envers Gunther. Le mec, et le pire que ça, c'est que Gunther Gauthier, il est tellement bon dans cette promo qu'il a une réaction de babyface dans ce segment. C'est un truc de ouf. Je vous dis, alors je sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais moi oui, je l'ai senti. J'ai senti que Gunther, quand il dit je suis le meilleur, et après c'est aussi parce que, attention, Finn Balor avec le Judgment Day est un bon heel. D'accord, ok, ça on est d'accord. Et donc quand vous êtes face à un bon heel, c'est dur de rester, de pas passer babyface. Et donc Gunther, franchement, a eu quasiment une réaction de babyface dans ce match. Enfin, pas dans ce match, dans ce segment. Et Damien Prêtre vient s'en mêler. Et quand j'ai vu Damien Prêtre arriver et s'en mêler de cette feud, franchement, ça a fait littéralement passer le match Finn Balor contre Gunther à Saturday Night's Main Event au second plan. Et c'est logique, donc, que dans le segment juste après, Adam Pearce, le manager général de Raw, transforme ce match en Triple Threat. Parce que là, avec une promo comme ça, moi j'attendais un peu plus de consistance et de matière entre Finn Balor et Gauthier, Gunther. Et en fait, on n'a rien eu. Donc, limite, Dieu merci qu'ils aient transformé ça en Triple Threat. Parce que là, on savait déjà à l'avance qu'il y avait no way que Finn Balor allait battre Gauthier. Alors maintenant, attention. Là, avec l'élément Triple Threat et Damien Prêtre dans le match, ça change complètement la donne. Il serait capable de faire regagner le titre à Damien Prêtre suite à un problème entre Finn Balor et Gunther et partir vers une feud entre Balor et Gunther. Ou alors même faire éventuellement gagner Finn Balor suite à une altercation entre Gunther et Damien Prêtre. Là maintenant toutes les variantes sont ouvertes et c'est très bel esprit, donc un très bon booking. Oh oui, oh oui. Après ça, mes amis, on a un 8-man tag team match entre le Testament final et les Wyatt. Les 6 Wyatt ou les Wyatt malades, à voir. Le grand retour des Wyatt 6 à l'écran, mais avant cela, petite, même grosse dédicace à Karrion Kross qui a quand même qui offre visuellement un très très bon physique. Oh oui, oh oui. Même s'il catche jamais, et même dans ce match il a quasiment pas catché, au moins il s'entraîne dur à la salle. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et je pense qu'il doit s'entraîner dur avec la très jolie Scarlett. Oh oui, oui. je vais la faire la blague. À défaut de s'entraîner dur, je pense qu'il doit être dur avec Scarlett Bordeaux. En tout cas, j'espère pour lui. Sinon, je me ferais du souci pour lui, ou même pour Scarlett Bordeaux. Bon, bref. Alors, d'ailleurs, donc, en condition cause, est-ce que c'est moi ou on l'a absolument pas vu du match? J'ai l'impression qu'il n'a pas fait quasiment, à part pour le finish, il n'a pas fait une seule action du match. Alors moi, franchement, je le redis, hein. Mes amis, je veux bien sa paye et je veux bien son spot à la WWE. Le mec, il est quasiment toutes les semaines à Raw, même si des fois c'est des courts segments. Il parle et il fait que parler et il prend très rarement de chute. Oh oui, moi je veux bien ce salaire, surtout un salaire de route comme ça, pour faire ça. Donc ouais, on n'a quasiment pas vu Karrion Kross. Par contre, je pense que comme moi, en tout cas si vous êtes hétéro, vous avez bien vu hétéro voire lesbienne, vous avez très bien vu la tenue de Scarlett. Oh oui, petite dédicace à Sable d'ailleurs qui est ressorti sur les réseaux il n'y a pas longtemps, hier je crois, une photo de Sable actuellement et les gens disent tous elle est méconnaissable. Bon après, désolé les amis, mais je pense qu'elle a quand même au moins facilement 50 ans passés, voire 55, hein, donc soyons tolérants, elle reste quand même fortement attirante. Oh oui. Victoire surprenante du Testament final avec une intervention de Paul Ellering qui balance de la poudre dans les yeux de je sais même plus qui a pris le tombé final. Ouais, bref, pourquoi? Parce que le match a été vraiment très court déjà à la base, très très court, normal, Raw de 2 heures oblige, mais pour un retour aussi précipité, j'allais dire, du Wyatt 6 et une défaite, je pense que ça signifie tout simplement que la feud va continuer. Et dans ce sens, tant mieux, parce que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on les avait pas vus, les Wyatt 6, et il y a quand même un gros potentiel avec eux, aussi bien déjà commercial que émotionnel de la foule. D'ailleurs, je pense que ça va être le thème de la review, l'implication émotionnelle de la foule, parce que ils sont impliqués émotionnellement avec les Wyatt 6, ça oui, mais on ne les voit pas assez souvent à l'écran pour que vraiment développer cette dynamique et cet intérêt et potentiel commercial. Et donc,
Victoire du testament final, c'est cool parce que ça leur donne enfin quelque chose, parce que ça faisait très longtemps qu'ils avaient été quasiment, non seulement en plus d'être le gang des serpillères, faire partie du gang des serpillères, ils étaient irrelevant, non pertinents, absence de pertinence sur les shows, et donc ça leur donne un petit quelque chose, et je pense qu'on va se diriger vers une feud. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être un match spécial au Royal Rumble, une sorte de Boiler Room Brawl ou quelque chose comme ça. À voir, mes amis, à voir. C'est vrai que ça aurait été cool de les avoir à Survivor Series en mode Survivor Series style match, mais la carte de War Games était déjà bien blindée. C'est vrai que je les aurais difficilement vus ajouter un match en plus avec notamment Wyatt Six et Testament final. Oh oui, oui. Après ça, mes amis, on a une promo backstage de CM Punk. CM Punk qui nous apparaît très mature et très sécurisé. Et vous allez vous comprendre pourquoi, parce que j'ai fait une mini-analyse psychologique du catcheur WWE. Donc déjà, la feud va devenir très personnelle entre lui et Seth Rollins, parce qu'il commence à partager des anecdotes personnelles, notamment comme quoi apparemment Seth Rollins aurait un jour demandé à Punk de l'entraîner et de le faire pour qu'il devienne catcheur gratuitement. Oui, oui, est-ce que Seth Rollins serait un peu radin à voir? Bon bref, parce que moi quand je suis allé chez Lens, et j'en parlerai dans la TLR Stories numéro 4 que je vais essayer de commencer à monter, alors si ce n'est aujourd'hui, demain sûr, pour éventuellement la sortir vendredi, croisons les doigts mes amis. Je parle beaucoup de mon entraînement chez Lens, parce que ça a été instrumental dans la façon enfin la manière avec laquelle j'ai attiré l'attention de la WWE vers moi, et comment ils sont rentrés en contact avec moi, et comment on a mis en place mes tryouts avec eux, mes amis. Et donc, tout ça pour dire, moi quand je suis allé chez Lens, j'ai jamais marchandé le prix. Alors, mon petit Seth Rollins, voilà. Bon, bref. Alors, dans cette promo backstage, enfin, interview backstage, on sent un CM Punk beaucoup plus mature et sécurisé. C'est ce que je disais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça fait un gros contraste entre le CM Punk qu'il était à l'époque, quand on le connaissait tous, Pipe Bomb et compagnie, très corrosif, très agressif, et le CM Punk d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on est sur la pente ascendante et qu'on a tout à prouver et qu'on veut montrer sa valeur et qu'on veut, entre guillemets, devenir une des figures incontournables du business, on se doit d'avoir les dents longues et d'être corrosif et d'être toujours dans l'agression et la provocation parce qu'on a tout à prouver. A l'inverse, quand on est au sommet du business, comme les Punk aujourd'hui, avec un super contrat et il n'a plus rien à prouver, on est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus relax. Et moi, je vous le dis, bon, personnellement, non pas que je me compare, pas au niveau de WWE, mais au niveau catch en France, oui, je le vois totalement, je vois la différence. De toute façon, vous le voyez dans les TLRM. D'ailleurs, hier, vous avez bien aimé et bien accueilli la TLRM où ça a fini par partir en baston, oh oui, avec un match contre Sam Slam de 2009. Et je vois sur les TLRM comment tous les matchs, je me défonçais, mais quitte à mettre ma vie en jeu, littéralement, vous allez voir. Il y en aura une qui viendra où c'est un match où j'ai littéralement failli mourir dans le match. C'était en octobre 2011, en Normandie. Et un mois avant mes tryouts, d'ailleurs, à Liverpool. Énorme. Ça montrait le côté un peu foufou que j'avais. Et donc, bref, tout ça pour dire, le truc, c'est ça, c'est... Quand j'étais plus jeune, et notamment dans les TLRM, j'avais une mentalité complètement différente de ce que j'ai aujourd'hui. Ou, je ne veux pas dire que j'ai plus rien à prouver. Oui, il faut toujours que je prouve que je mérite d'être sur les shows. Mais ma façon de le faire va être beaucoup plus laid back et beaucoup plus expérimentée. Et donc, on voit... Pourquoi? Parce qu'avec la carrière que j'ai eue, maintenant, entre guillemets, j'ai plus à avoir autant les dents longues de devenir le meilleur catcheur français du roster. Parce que ma carrière parle pour moi. À l'inverse, quand on est un petit jeune, justement, il faut qu'on s'impose dans le business et c'est là qu'il faut avoir les dents longues. Les dents longues, d'ailleurs, je crois bien que c'est... Alors, attendez, je regarde. Oui, c'est bas. C'est un très bon rapport avec le commentaire que j'ai sélectionné. Oh oui, oh oui, mes amis. Donc, ouais, voilà. Donc, on a un CM Punk beaucoup plus, j'ai trouvé mature et relaxé dans cette interview backstage. Oh oui, oui. Après ça, mes amis, on a un singles match entre Dakota Kai. Bon, là, il y a Mishka qui essaye de trouver sa position de tête. On voit ses petites oreilles. On a un singles match entre... C'est très relaxant de faire une review avec Mishka sur les jambes. Ça va, Mishka? Tu m'aides pour faire ma pro, merci. Bon, on va la laisser se reposer. Bref, on a un singles match entre Dakota Kai et Liv Morgan. Et petit commentaire, mes amis, on voit souvent Liv Morgan s'entraîner au dungeon, notamment dans les stories Facebook et Instagram. On la voit souvent s'entraîner au dungeon de Natalia et de TJ Wilson. C'est logique, parce qu'en fait, vu qu'elle n'est pas tous les jours au Performance Center, elle veut, et c'est tout à son honneur, elle veut garder le niveau dans le ring, et elle s'entraîne là-bas, bel esprit d'ailleurs. Pourquoi? Parce que beaucoup m'ont partagé sur X la vidéo du fils de Brody Lee qui s'entraîne avec Natalia et TJ, et c'est bel esprit en effet. Et donc,
Voilà, moi maintenant quand je vois Liv Morgan, je vois une meuf passionnée qui continue à s'entraîner dur pour garder le niveau dans le ring. Oui, oui. Et je vous le redis, c'est par rapport à NXT où tous les catcheurs et les catcheuses d'NXT sont quasiment tous les jours en train de s'entraîner dans le ring. Ça aide énormément à avoir un style et un catch de ouf. Et bravo et respect à toi, Liv Morgan. Et donc on a eu un bon petit match. Franchement, un bon petit match entre Dakota Kai et Liv Morgan jusqu'à ce que les experts du somnifère, bel esprit, très bien, ça c'est un très bon pseudo de catch, l'expert du somnifère. PFC, Pure Fusion Collective, se ramène ringside. En fait, c'est quand même chaud que pour gagner clean, Liv Morgan, qui est quand même championne du monde, elle ait besoin d'interférences de PFC pour gagner contre une low mid-cardeuse. Parce que, en fait, low mid-cardeuse, c'est même pas une mid-cardeuse, Dakota Kai, on la voit quasiment jamais. C'est, en fait, elle est dans le low mid-card. C'est limite une low cardeuse, quoi. C'est un truc de ouf. Et Liv Morgan, qui est championne du monde, quand même, WWE, elle a besoin d'une intervention pour gagner contre Dakota Kai. Allez m'expliquer pourquoi le booking est fait comme ça de Liv Morgan, peut-être, enfin c'est pas que c'est peut-être, sa gimmick j'imagine, bah, c'est un peu la dirty dom féminine, tricheuse et effrayée et peureuse. Ouh, tiens, tu te lèves. Non, tu crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré? Ok, peut-être, non, ou alors t'aimes pas que je parle mal de la gimmick de Liv Morgan? Peut-être, Mishka, c'est pas grave. Donc bref, donc tout ça pour dire, son booking est vraiment dégueulasse, mais ça, c'est pas nouveau. Oh non, oh non. Ensuite, mes amis, on a une promo dans le ring de Seth Rollins qui se ramène habillé comme un perroquet bisexuel. Expliquez-moi pourquoi. C'est bien de vouloir avoir du charisme et de se différencier, mais là, franchement, frérot, c'est dur de te prendre au sérieux quand t'es, je le redis, habillé comme un perroquet qui est pas sûr de sa sexualité. Je sais pas. Franchement, je comprends pas, frérot. C'est, fuck, mec, t'es à la télé WWE, alors est-ce que c'est quelque chose qu'on t'oblige à faire, de t'habiller comme ça? Je sais pas. Ou alors est-ce que tu as un gros contrat sponsoring? Peut-être c'est le cas. Parce que vu qu'il a besoin d'argent pour s'entraîner chez CM Punk, peut-être que maintenant, il a toujours besoin d'argent. Oh, oui, de toute façon, qu'il n'a pas besoin d'argent, j'ai envie de dire, dans ce monde. Et donc, ouais, peut-être qu'il a un gros contrat de sponsoring avec je sais plus le nom là, ils le taguent tous, ils le taguent toujours avec Becky dans leur publication Instagram, Troy quelque chose je crois, c'est un styliste de mode, justement, alors styliste de mode de LA, vous avez tout dit, hein, tout s'explique pourquoi Seth Rollins ressemble, je le redis, à un perroquet qui est pas trop sûr de sa sexualité. Qu'est-ce qu'il y a, Micha? Tu t'endors encore? Bon bref, et donc l'observateur expert que je suis, mes amis, c'est comme si je parle dans un micro comme ça. L'observateur expert en capillosité, ça se dit, en l'expert capillaire que je suis, s'inquiète pour Seth Rollins. Parce que ses tempes s'agrandissent. Hein. Ça, c'est le début. Vous savez, c'est très mauvais quand vous avez commencé à voir les angles. Là, on appelle ça les golfs. Moi, j'appelle ça les autoroutes. C'est quand vous commencez à voir les tempes qui commencent à se dégarnir. Frérot, je pense que la calvitie vole très bas autour de toi. Au-dessus de toi. Fais gaffe, mec. Et j'allais dire... en fait, franchement, j'allais dire un conseil que m'avait dit Joey Mercury à l'époque au Performance Center. Il m'a dit, Sly, never shave your head. Parce qu'il voyait que je commençais à perdre mes cheveux. Et il m'avait dit, Sly ne rase jamais la tête. Alors... j'ai quand même du style avec le crâne rasé. Mais d'un autre côté, assumer sa calvitie et les avoir longs comme ça, parce que là, ça fait quasiment 4 ans qu'il pousse. Oh oui, oui, bel esprit. Dans les commentaires, s'il vous plaît, mes amis, dites-moi si vous préférez Tom LaRuffa en mode crâne rasé ou avec les cheveux longs, avec la calvasse. S'il vous plaît, dites-moi. Parce que peut-être qu'un jour, on verra Seth Rollins victime ou soumis à ce même dilemme. Oh oui, oh oui. Et en attendant, dans sa promo, alors, le but de cette promo avait de lancer l'histoire et potentiellement nous donner le main event, je pense, de la première nuit de WrestleMania 2025. C'est-à-dire Punk versus Rollins. Tout reposait sur cette promo pour vraiment mettre cette histoire dans les starting blocks. Et apparemment, cette feud qui va être très personnelle a commencé par un texto auquel Punk n'a pas répondu. Bon, ok, si c'est tout ce que les writers ont trouvé pour amener le truc, ça va être dur de connecter émotionnellement avec ça. Et bref, Seth après continue en disant qu'il en veut à Punk parce qu'il a tout fait pour détruire la WWE et qu'il n'y est revenu que pour l'argent. Est-ce que ça aussi ça vaut et ça justifie un main event de WrestleMania comme storyline? À voir, mes amis. En tout cas, pour l'instant, je suis pas trop impliqué émotionnellement dans cette histoire. Après ça, on a
intellectuellement, oui. Émotionnellement, pas trop. Parce qu'intellectuellement, oui, c'est un main event de ouf. Rollins contre Punk, c'est une affiche de ouf de WrestleMania. Mais émotionnellement, j'ai du mal à sentir vraiment... alors, mis à part la tension backstage dont tout le monde parle entre Punk et Rollins, même si ça, je sais pas si ça, vraiment ça existe, parce que si tu vas faire du business avec un mec, tu vas headliner un show où les places ringside sont à 20 000 $, bah t'as plutôt tendance à... Il vaut mieux pour toi que tu t'entendes bien avec ce gars pour faire le meilleur business possible. Vous voyez le truc? Encore une fois, c'est le pro qui parle. Hein. Donc, ouais. Pour l'instant, émotionnellement, je suis pas trop impliqué dans cette feud. J'attends et j'espère même qu'ils vont nous donner quand même un peu plus de consistance, mes amis. Après ça, donc parce que Seth aussi, par exemple, je viens d'avoir une idée. Seth reproche à Punk de n'avoir, enfin, il lui dit, moi j'ai fait ce que toi t'as jamais fait, c'est-à-dire headliner WrestleMania. Imaginez que Punk est dans le Royal Rumble et il va pour enfin se qualifier pour le main event de WrestleMania et Seth Rollins lui coûte la victoire, lui coûte le Rumble cette année. Ça serait pas énorme. Là, je pense, oui, on aura un peu plus de consistance, mais dans ce cas-là, la matière et la substance de la feud ne daterait que du Rumble par rapport à Mania qui est 2 mois plus tard. Donc pareil, là aussi, à voir mes amis, à voir. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Sami Zayn qui vient s'en mêler et qui fait la paix avec Seth. Et il annonce qu'on aura Sami contre Drew McIntyre à Saturday Night's Main Event. Oh oui, et comme le dit Wade Barrett, bel esprit que j'adore aux commentaires, il me tarde d'entendre Jesse Ventura parler de Sami Zayn. Parce qu'en fait les gars, si on a Jesse Ventura de l'époque, c'est-à-dire Jesse Ventura, Jesse the Body, qu'on avait dans les années 80 je crois, ou voire 90, il va le démonter Sami Zayn en disant que c'est un cure-dent, il ressemble à rien, il n'a pas le physique. Maintenant, si on va avoir une toned down version de Jesse Ventura où il va être PG, tout public et qui va vanter les babyface et huer les heels, ça va un peu puer quand même. Moi, j'espère vraiment qu'on va avoir le Jesse Ventura de l'époque où il va tailler tout le monde et prendre le parti des heels comme un vrai commentateur couleur, un color commentator doit faire. Alors, ma petite Mishka, je sens que tu as envie de partir. Allez, patiente encore un peu, une petite 10 minutes, un quart d'heure, s'il te plaît. Après ça, on a, mes amis, un triple threat féminin pour le tournoi, pour le titre intercontinental féminin. Waouh, c'est long à dire tout ça. Entre Ivy Nile, Zelina Vega et Lyra Valkyria. Très peu de choses à dire sur ce match parce qu'il était très très bon, franchement. Un très bon match entre 3 femmes très talentueuses. Et une victoire de Lyra Valkyria qui s'en promise à un bel avenir à la WWE. Oh oui, bel esprit. Elle a la jeunesse, elle a le talent, elle est jolie. Oh oui. Et elle se qualifie pour ce tournoi. Alors de là à dire qu'elle va gagner, ça je pense pas, je sais pas, il faut voir qui sera qualifié pour la finale. Mais ça sera intéressant de voir sur qui la WWE va mettre cette ceinture historique. Enfin mes amis, alors là c'est très important, je pense que c'est pour moi le segment du show. Le segment du show c'était, s'il a suivi une promo dans le ring de Xavier Woods et Kofi Kingston. Mes amis, voilà, ce segment c'est la définition même d'implication émotionnelle de la foule dans ce qu'elle voit. La réaction de heel qu'obtiennent Woods et Kofi est grandiose. C'est l'art d'une magnifique storyline bien écrite et superbement jouée. Et à l'image des francs-tireurs, mes amis, menés par Tom Larifa, Woods et Kingston doivent couper court à leur promo et quitter le ring tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas parler. Je pense sincèrement pas que c'était prévu comme ça. Mais la foule était tellement contre eux, tellement dégoûtée de ce qu'ils ont fait subir à Biggie la semaine dernière, que la foule ne pouvait pas s'empêcher de ne pas intervenir et de ne pas réagir. Et je vous redis, c'est ça, implication émotionnelle. C'était tellement fort et cette storyline, et cet angle est tellement... D'ailleurs, une différence entre angle et storyline, hein, très importante. Dites-moi dans les commentaires si vous savez la différence ou si vous pensez savoir la différence entre un angle et une storyline. Ensuite, donc la puissance du segment de la semaine dernière à Raw avec Biggie et Woods et Kofi. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie qui éternue? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Allez, j'ai bientôt fini, il reste plus que le main event après ça. Donc la puissance du segment de la semaine dernière a fait que la foule était tellement à fleur de peau à voir Woods et Kofi dans le ring, et c'est énorme. Parce que Woods embrasse cette haine de la foule. Kofi, on sent qu'il est encore un peu mitigé, c'est très bien parce qu'au moins il n'a pas tourné complètement heel. Kofi il est là en disant mais attendez, pourquoi vous nous huez? Voilà, nous on a fait on a fait le bon choix. Et ça c'est bel esprit. Oh oui. Et c'est très bel esprit d'avoir Mishka sur ça. Ouh ma chérie, oui. Où ça gratte? Chaque fois tu voles la vedette. Hein. C'est ça qui est énorme, vous savez. Et c'est ça en fait que nous avait dit Howard Fine, le coach d'acting d'Hollywood. Il disait pourquoi quand il y a un bébé ou un chien à l'écran, on peut pas ne pas les regarder. On peut pas enlever notre regard d'eux. Parce qu'en fait, eux, ils sont nature peinture. Ils sont totalement connectés à leurs émotions. Ils oublient ils savent même pas qu'il y a une caméra. Ils oublient. Et en fait, c'est ça le truc. C'est ça que l'authenticité et le réel, ça attire l'attention. Oui.
Et dans un sens, alors même si on sait que c'est une storyline, l'attention de la foule était très attirée dans ce segment dans le ring avec Xavier Woods et Kofi Kingston, et je pense très sincèrement qu'on reverra Biggie, peut-être pas bientôt, mais on le reverra pour que cette histoire continue d'avancer. Oh oui, oh oui. Et enfin, mes amis, on a un main event, un No Anything Goes match entre Rhea Ralenti, Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. Un main event qui commence à 8 minutes de la fin du show, donc les pauvres meufs, je me dis, yo, vous allez speeder, ou alors vous n'avez pas beaucoup de temps pour ce match. Et franchement, ça part direct dans la foule, on sent qu'elles n'ont pas beaucoup de temps parce qu'elles vont quand même très très vite. C'est violent, c'est rapide. Intervention de Liv Morgan, de Yoskai, ça part dans tous les sens, et une victoire de Rhea Ripley. Rhea qui va quand même avoir besoin de quelque chose pour rebondir après tout ça, parce que peut-être une feud avec Yoskai si Yoskai devient championne du monde. Oh oui, oui, parce que là en fait, bon, c'est bon, Rhea Ripley et Liv Morgan, on l'a vu assez, et Liv Morgan, je sais pas si elle va rester championne de la Saturday Night's Main Event. À voir, à voir, à voir. Je regarderai ce show et je vous en ferai une review. Alors, en conclusion, en fait, tout simplement, on sent que la fin d'année se rapproche et on sent que le dernier gros stop, ça sera Saturday Night's Main Event. On a eu un Raw bien sympathique qui a fait monter la sauce, oh oui, oh oui. Et en parlant de faire monter la sauce, je pense que Mishka en a marre. Mishka, est-ce que tu veux descendre? Est-ce que tu veux descendre après que j'ai terminé la review de Raw et qu'il me reste encore à annoncer ce qui arrive cette semaine niveau planning de la chaîne et aussi que je réponde aux commentaires que j'ai sélectionnés? Non, elle va descendre. Tu descends? Allez, vas-y, descends. Au revoir, Micha. Elle descend. Et elle remonte sur le lit. Magnifique. Ok, alors les amis, le programme de la semaine. Alors, le programme de la semaine, ça va être très simple. Alors, malheureusement, je ne vous garantis pas que je vais faire une review d'NXT demain. C'est pas sûr. Ça sera au feeling, tout simplement pour raison personnelle. J'allais dire rien de grave à moitié. Et donc, bon, il y aura la review de SmackDown, ça c'est quasiment sûr, bien sûr. Et je vais vraiment essayer, review de Saturday Night's Main Event, là aussi. Et en fait, je veux vraiment essayer de sortir la TLR Stories. Comment la WWE m'a contacté et est rentrée en contact avec moi pour mes tryouts de 2011. En fait, je suis en train de réfléchir à ce que je vous montre un aperçu de la miniature. Allez, ouais. Parce qu'elle est vraiment stylée. Franchement, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment stylée. Oh oui, oh oui, c'est toujours Alex Castillo qui me fait les miniatures. Oh oui, oh oui. La WWE m'appelle et waouh, qu'est-ce qui se passe? TLR Stories numéro 4. Donc je vais vraiment essayer de la sortir vendredi. Il faut à tout prix que je le fasse parce que en fait, pour faire simple, la TPW voulait sortir le podcast avec qu'on a fait avec Eddie Karaoui cette semagne et je leur ai fait écoutez, vu que je vais mettre environ un quart d'heure dispo sur ma chaîne gratuitement et le reste sera sur la chaîne TPW de la Tigers Pro Wrestling. Je leur ai dit, écoutez, je vais essayer de sortir ma TLR Story cette semaine, donc s'il vous plaît, repoussez d'une semaine. Là, le podcast avec Eddie Karaoui qui est excellent. C'est excellent et ça m'a trop donné envie d'en faire. Parce que déjà, le setup était très professionnel. Attendez, j'ai mon portable, il est là. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. C'est un truc de ouf. Bon, parce qu'en plus, on avait une vue large et après, on avait aussi genre, des gros plans sur nous, quoi. Voilà. Hop, ça ressemblait à ça. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas. Bon, en fait, vous voyez pas trop. Bon, voilà, bon, bref, il y avait Eddie sur une table, moi sur l'autre, et vous avez littéralement les deux Français, aujourd'hui à la carrière internationale la plus prononcée, toujours en activité, qui ont discuté du business. On a parlé de tout. En fait, on parlait de la carrière d'Eddie principalement, mais après, on a commencé à parler du business de façon générale. On a bien déféqué sur Dave Meltzer et les experts du clavier. Et c'est énorme. Je pense que même vous, les fans, même si la plupart des fans, vous êtes juste, entre guillemets, des fans, vous prenez pas de chute, mais c'est pas grave. Quand vous avez le respect, en fait, c'est exactement ce qu'on a dit avec Eddie. On s'est dit, en fait, quand les gens ont le respect, ça passe. Mais si après, c'est un MERDEUX qui veut faire le donneur de leçons, alors que frérot, tu fais même pas de sport, t'as jamais fait de sport de combat et encore moins pris des chutes dans un ring, reste à ta place, mec, reste à ta place, s'il te plaît. Mais par contre, cette discussion, je pense, pour tous ceux qui se posent des questions de savoir comment ça se passe dans les vestiaires entre deux vétérans, en fait, j'adore Mishka, mais le problème, c'est qu'elle perd plein de poils. N'importe quel tien, j'ai envie de dire. Et il y en a partout après sur le clavier. Bon, bref. Si vous êtes curieux de voir comment ça se passe dans les vestiaires quand deux vétérans discutent, et bien regardez cette podcast. Parce que là, en fait, comme on dit en anglais, on shoot the shit. On est juste là à discuter. Et j'ai adoré ce format. Et j'ai dit à la TPW, je leur ai dit, yo, il faut qu'on fasse ça à chaque fois qu'il y a un guest. Hein. Bon, même si ça nous fait rester jusqu'à 2h du mat. Ou alors le lendemain, je sais pas. Mais on se pose et on discute. Alors, peut-être on va le faire avec Lucas Di Leo, avec White Storm, Marc Sebir. Ça va être un truc de ouf. Oh oui. Et donc, c'est le Bumping Podcast hosté par Tom LaRufa. Et Tom LaRufa qui a sa chaîne YouTube et qui vous demande de poser des questions. Oh oui, pour que j'y réponde à la fin des TLR Reviews. Et cette semaine, c'est une question de David Massaro, 8476, qui me dit « Bonjour, monsieur Tom LaRufa, encore bravo pour le vlog à Chypre, qui a
comme sujet le catch, mais qui dégage tellement de vibrations en dehors de ce sport. Oh oui, oui, bel esprit. J'ai une question sur le catch indépendant en France particulièrement. Comment les catcheurs et catcheuses sont-ils bookés? Démarche personnelle, démarche de la promotion, réputation. La promotion peut-elle vouloir absolument une gimmick particulière pour un lutteur? Par exemple, on te voit en franc-tireur à la RIX et en spartiate à la HCP. Choix de ta part ou de la promotion? J'espère avoir été clair sur mes questions et surtout pas trop long. Longue vie à ta chaîne et au catch. Ben, merci à toi David, absolument non, tu n'as pas été trop long, j'adore les questions qui sont détaillées, peu importe qu'elles soient courtes ou longues, tant qu'il y a un intérêt pour la chaîne et pour l'auditoire, les spectateurs, ça fait toujours plaisir. Et donc mes amis, alors, mon ami, pour faire simple, alors, on va aller dans l'ordre. Comment les catcheurs et catcheuses sont-ils bookés? En général, ça passe tout par Internet aujourd'hui. Il n'y a plus de téléphone portable parce que, bon, même moi, à mon époque, quand j'ai commencé en 2006, Internet était déjà vraiment bien installé, même 2004 quand j'ai commencé les stages. Donc, maintenant, ça passe par Internet. Ensuite, est-ce que c'est une démarche personnelle, démarche de la promotion, réputation? C'est les deux. Quand tu débutes, c'est à toi d'envoyer ton CV à droite à gauche, de faire des efforts, de venir faire des stages, de venir montrer ta gueule pour que le promoteur dise waouh, ok, il y a quelque chose avec ce petit gars, il a un physique, il est bon dans le ring, il a une bonne gueule, je vais peut-être le reprendre. Parce qu'au début, voilà, il faut investir, c'est comme n'importe quel métier, vous investissez pour apprendre le métier et pour faire grandir votre business. Donc, partie de là, une fois que ta réputation commence à se construire, ça reste de la démarche personnelle, sauf si tu as un gros nom et que les gens te contactent d'eux-mêmes. Et en fait, pour que les gens te contactent d'eux-mêmes, il faut que tu aies un réseau de relations et que les gens te connaissent tout simplement. Et comment ils vont te connaître? Soit en montrant les deux, il y a deux choses, soit en montrant ta gueule sur les stages et en personne, soit sur les réseaux. Faites vivre vos réseaux sociaux et faites montrer. Plus vous bossez, plus vous devez le poster sur les réseaux sociaux et plus les gens vont vous appeler. J'ai plusieurs exemples comme ça, que ce soit des meufs ou des mecs. Plus ils moussent, plus ils en parlent sur les réseaux, plus les promoteurs disent waouh, putain, il catch pas mal, lui, il catch beaucoup, je vais peut-être le contacter, et voilà, et ça se passe comme ça. La preuve, regardez, moi, en ce moment, j'utilise beaucoup comme exemple Mike D Vecchio, qui fait absolument tout ce qu'il faut faire pour mousser dans le catch. Le mec, il s'est taillé un physique de ouf dans le ring, il est exceptionnel, il a une bonne gueule de tueur. Ben, le mec, il revient de la All Japan. Après avoir aussi moussé de ouf à la WXW, et avoir fait des tryouts à Impact. Non, mais voilà, le mec fait tout ce qu'il faut. Mais regardez bien ses réseaux, il sait se faire mousser également. Et ça, c'est bel esprit. Après, donc, la promotion peut-elle vouloir absolument une gimmick particulière pour un lutteur? Par exemple, mon enfant tireur à la RIX et en spartiate à la HCP et bien sûr la TPW. Est-ce que c'est un choix de ma part ou de la promotion? Alors, c'est aléatoire. En fait, j'explique. Moi j'ai cette chance, mais chance que je suis allé chercher quand même, que par ma carrière et mon palmarès et mon CV, alors je vais pas dire que je fais ce que je veux sur les shows, non, mais les promoteurs me font assez confiance pour que si je leur dise ouais non là vaut mieux que je sois tel personnage, ils me font ok, je te fais confiance parce qu'après j'argumente quand même derrière. Et donc c'est pour ça qu'à la RIX, avec les storylines de ouf, qui sont quand même très bien vécues, et très vrais aussi, il y a beaucoup de vrai dans tout ce qui se passe à la RIX, en tout cas qui sort de la bouche des francs-tireurs. Là, c'est logique que je sois heal et que j'y aille en mode heal. Et c'est d'un commun accord entre les bookers de la RIX et moi de se dire, ouais, non, t'inquiète pas, à la RIX, je viens en mode French style, entre guillemets, Tom Larufa, franc-tireur, français, heal, il n'y a aucun problème là-dessus. Même si je sais que même si je revenais avec le casque spartiate, je me ferais quand même huer à la RIX, vu que les storylines sont tellement bien implantées et ancrées dans la tête des fans. Maintenant, ailleurs, je vais catcher en spartiate. Pourquoi? Parce que soit il me faut un babyface, soit comme il n'y a pas vraiment de grosse storyline comme celle des francs-tireurs qui dure depuis 1 an, et dont vous allez voir l'évolution la semaine prochaine. Oh oui, épisode 26 quand même. C'est à Rennes, si je dis pas de bêtises. Avec l'intronisation, la cérémonie de réception de Jean-Michel en tant que franc-tireur. Oh oui. Pour ceux qui ont vu l'épisode qui a été diffusé vendredi dernier, d'ailleurs, j'avais complètement zappé. Parce que j'étais, encore une fois, occupé à Strasbourg. Ah, bel esprit. Très bel esprit. Oh oui. D'ailleurs, vous avez tous bien apprécié les 2 photos à ce sujet sur Instagram. Et vous n'étiez pas les seuls d'ailleurs à apprécier ces photos. Oh oui. Et donc oui, comme je t'ai dit, voilà, en fait ça dépend. Alors moi dans mon cas, voilà, moi j'ai cette capacité à non seulement pouvoir argumenter et expliquer pourquoi tel ou tel gimmick vaut mieux être utilisé sur un show ou pas. Dans mon cas. Maintenant, si t'es plus jeune et que t'as pas aussi autant de poids dans le game, là, c'est un peu plus tendu. C'est souvent le promoteur qui va choisir, tu vois. Il va choisir non seulement ta gimmick, mais s'il te met ou s'il a besoin de toi en face ou en heal. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez dans les TLRM, où ça fait 2 ou 3 ou 4 ans que je catchais à peine.
Des fois je suis heal, des fois je suis face. Alors au début j'alternais, oui, j'étais soit face, soit heal. Mais après quand Flèche, le booker de la WS avait compris que bon non, la Rufa il est beaucoup plus bénéfique pour la WS en babyface. Bah après je suis resté face. Hein. Franchement à la WS j'ai dû à partir de 2009 j'étais babyface 9 fois et demi sur 10, hein, voire 9 fois, 99 fois sur 10. Et donc voilà, c'est parce que, ben après attention, parce que aussi, j'allais dire, j'ai le talent, aussi bien, enfin le talent, oui, le talent, la connaissance et le recul nécessaire pour être aussi bien face que heal. Et ça, c'est important. Parce que justement, tiens, c'est hier qu'une personne me demandait si j'étais plutôt méchant ou gentil en catch. Mais en fait, moi, j'ai cette chance de pouvoir faire les deux. Et j'allais dire de pouvoir faire les deux très bien. Pourquoi? Parce que je crois dans tout ce que je fais. Et parce que, en croyant dans tout ce que je fais, eh ben, j'implique émotionnellement la foule dans tout ce que je fais. Oh oui, mes amis, ça y est, je vous ai dit, c'est magnifique, l'univers, les forces, les énergies. Ouh, magnifique, merci au guide, merci à l'univers, merci à tout. Oh oui, pour avoir enfin donné le nom, le titre de cette télé-reviews, épisode 80, si je dis pas de bêtises. Oh oui, qui sera sûrement en rapport avec l'implication émotionnelle de la foule dans ce qu'on fait. Oh oui, mes amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié cette review de Monday Night Raw. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo, qu'on fasse grimper les compteurs qui stagnent un peu. J'ai dit cela en réponse à un commentaire ce matin ou hier soir, je sais plus. Mais on continue à bosser dur, on lâche rien pour que ça continue à grimper et que le message continue à se répandre. Oh oui, mes amis. Allez, comme je vous l'ai dit, peut-être on se voit demain pour NXT, peut-être pas. On verra. Je vous expliquerai tout, hein, vous en faites pas. Et d'ici là, mes amis, gardez le bel esprit. Aou.